Alors, je prends maintenant donc la parole comme on me l'a demandé. Est-ce que le son va bien? C'est très bien. Donc, en remerciant beaucoup Jean-Jacques Salmon d'avoir eu cette idée et de, de nous introduire dans cette magnifique librairie, en effet, qu'à mon avis, Proust a fréquenté, puisqu'il a préparé une licence de droit entre 1891 et 1893. Et donc, à ce titre, eh bien, il a lu des ouvrages de droit, il a préparé à la faculté de Paris, et cela fait d'ailleurs une dizaine d'années que je cherche désespérément un juriste littéraire historien, ça fait des choses, hein, qui arriverait à éclairer ce point, car ce point de la biographie de Proust est peut-être l'un des derniers sur lequel nous ne savons à peu près rien. Alors que vraiment, sa vie a été fouillée dans tous les sens. Et donc, il m'arrive de citer les éditions Pédone dans les travaux historiques. Et comme j'ai le souci bizarre de donner leur prénom à tous les éditeurs aussi, il va falloir que je prenne la succession des prénoms pour savoir, suivant la date, si c'est Auguste, parce que c'est difficile à retrouver ce genre de choses. Ah oui. Ah oui, donc vous me serez précieux pour ce point, notamment. L'établissement du savoir fait partie de cela. Alors, contracter les chefs-d'œuvre, quel scandale! Évidemment, quelle contradiction dans les termes! Le propre d'un chef-d'œuvre n'est-il pas de se maintenir au sommet de sa qualité dans toutes ses parties, de n'être composé que de ses meilleurs moments? Les génies littéraires sont-ils condamnés à subir après leur mort le travail d'une Pénélope qui n'intervient que pour détricoter la nuit les richesses qu'ils ont étalées au grand jour dans leur œuvre? N'ont-ils donc, pour imiter Don Diègue, tant écrit que pour cette infamie? Contracter les chefs-d'œuvre. On dit que la poésie, contrairement à la prose, ne se résume pas, n'est pas résumable. Mais même les œuvres en prose de la littérature ne sont pas de ces textes dits argumentatifs qu'on propose, du moins qu'on proposait au baccalauréat, puis à l'écrit des concours scientifiques, à la contraction. D'ailleurs, celui qui choisit, et c'est quand même le gros des troupes, la contraction de texte quand elle était proposée au baccalauréat, est justement le moins littéraire. Parce que ce choix le dispense de se colleter à un beau morceau d'écrivain pour en présenter un commentaire composé, et ce choix le dispense, tout occupé à bien contracter son texte argumentatif, et bien tout simplement d'écrire ce qu'il serait amené à faire s'il choisissait l'essai littéraire. Par essence, peut-on dire qu'une pensée de Pascal est mieux contractable que l'Albatros de Baudelaire? Si ces contractions annoncent pour une jeune femme l'heureux événement d'une naissance imminente, de quoi peut-on espérer qu'accouchera la contraction quand elle saisit un chef-d'œuvre? Si l'on considère que contracter les chefs-d'œuvre est un scandale, l'architecture, apparemment, est encore la forme d'art qui s'en sort le mieux. Difficile de contracter une cathédrale. Nous verrons que toutefois, c'est encore faisable. L'aviation allemande s'en est chargée pour celle de Reims, pour le coup réduite à un amas, mais on voit ici que contracter veut dire détruire. N'est-ce pas ce que l'on fait pour les œuvres relevant du reste des autres arts? Et pourtant, en musique comme au cinéma, on peut montrer des séquences. Ce qui nous mène à notre sujet, du moins à une partie de notre sujet, rendre accessible un monument de la littérature par des extraits, en proposant des morceaux choisis. Mais voyez, on propose aussi bien des séquences extraites d'un morceau de musique ou d'un film. Ce choix d'extrait est même appelé par le fait qu'une symphonie ou un long métrage sont tributaires dans leur totalité d'un déroulement. Contrairement à un livre, il est beaucoup plus difficile de les feuilleter. On ne résume pas un tableau, dira-t-on, mais on en montre couramment à la loupe un détail. C'est d'une pratique esthétique courante même. Contracter les chefs-d'œuvre. Alors là, de quoi parle-t-on exactement? On peut à ce titre résumer un chef-d'œuvre ou en proposer des extraits. Ce n'est pas la même chose. La seconde solution est plus pudique, moins gênante, car elle ne nécessite de toucher à l'œuvre que par l'intermédiaire de délicats ciseaux. Alors que, pour résumer, il faut mettre la main à la pâte, se substituer à l'auteur, réécrire à sa place. Pourquoi au fait contracter les chefs-d'œuvre? Qu'ont-ils qui appellent l'entreprise de contraction? Il risque apparemment d'être trop long. On ne contractera pas un slogan publicitaire. Trop volumineux.
On en voudrait un vade-mecum. À lire en continuité, trop ennuyeux. Si Montesquieu disait n'avoir pas de chagrin qu'une heure de lecture n'est dissipée, il n'y a, semble-t-il, pas de chef-d'œuvre dont une heure de lecture n'engendre à son tour l'ennui. On contractera donc un chef-d'œuvre considérant qu'il comporte des hauts et des bas, des variations de qualité. C'était l'argument de la grande entreprise de contraction, si l'on peut dire, le Reader Digest, dont les numéros commencent à paraître en 1922 et qui sera relayé par les sélections du livre de France Loisir, condensant des œuvres de Joseph Kessel, de Stefan Zweig et bien d'autres. L'argument était, et est resté d'ailleurs, que tout chef-d'œuvre comporte nécessairement des parties ennuyeuses et qu'on rendra dès lors le service au lecteur de lui en offrir, comment dire dans ce contexte, le best-of. Mais on condensera aussi bien certains chefs-d'œuvre parce qu'ils comportent des hauts et des bas en matière de moralité aussi. Quand la mère du héros proustien lui lit dans sa petite chambre à Combray François le Champy, le récit avance par saccades comme la lanterne magique représentant Golo, mais ici non point pour une raison de fonctionnement technique, mais parce que la lectrice saute les passages jugés embarrassants, ceux en effet où l'on voit naître et progresser un amour réciproque entre l'enfant trouvé et sa mère de substitution. Ici, c'est la censure édipienne qui contracte l'œuvre, et ce fut abondamment le cas dans les générations passées, car ce que fait pour George Sand la mère fictive du héros proustien, combien d'éditeurs, eux bien réels, ne l'ont-ils pratiqué avec les œuvres données à lire en classe? Et ici une anecdote. Quand j'ai débuté dans l'enseignement secondaire au début des années 1980, j'utilisais pour mes élèves cette collection des Lagarde et Michard que j'avais moi-même utilisée à l'époque quelques années plus tôt quand j'étais élève. On distribue donc à ma classe de seconde le Lagarde et Michard du XVIe siècle, dans lequel je donne à lire des extraits de Rabelais, comme le prescrivait le programme. Or, je n'avais pas pris garde que dans mon édition datant de 1970, le texte de Rabelais avait été contracté, en supprimant subrepticement des phrases tous les mots et expressions grivois, restitués finalement 10 ans plus tard. Dès lors, quand je me mis à lire devant la classe dans mon livre la version que je ne savais pas être ainsi contractée du texte, les élèves ayant devant les yeux toutes les expressions qui ne se trouvaient pas dans ma version expurgée, une houle de rire monta dans la classe. Je ne doute pas d'ailleurs qu'un ingénieux pédagogue aurait fait de cet incident cocasse une expérience d'enseignement en confrontant avec les élèves ma version contractée de Rabelais et la leur, pour le coup, décontractée. Mais j'avais à apprendre comment mener une classe et je n'eus pas le loisir de profiter de cette circonstance imprévue à partir de laquelle je vérifiais systématiquement les phrases de Rabelais que j'aurais à lire. On serait peut-être aujourd'hui ahuri de voir comment, dans les éditions scolaires des années 1960-1980, on proposait aux élèves de lire dans les petites collections classiques les Claudines de Colette. Faire lire des récits d'école dans les écoles semblait approprié. Mais le lesbianisme qui règne dans celles décrites par Colette, un lesbianisme de plus en plus insistant, réclamé pour faire vendre par son geôlier Willy, imposait un résultat de contraction ahurissant où les impasses devenaient des boulevards et les derniers Claudines de la dentelle avec plus de trous que d'étoffe. La comparaison de l'original et du produit contracté suscitait un fort amusement mêlé d'un certain effroi. Par quoi la contraction des chefs-d'œuvre ouvre à une question difficile, une double question même. Doit-on tout faire lire aux enfants? Et peut-on choisir des extraits dans des œuvres dont on souhaite que le reste ne soit pas lu? Mais le même héros de Proust expérimente par ailleurs que tout chef-d'œuvre se contracte pour ainsi dire tout seul, alors même qu'on en prend connaissance en continuité et dans son intégralité, pour la raison que l'attention du lecteur, notre attention à nous, lecteurs, connaît des éclipses. Lire, c'est contracter. Et cela ne touche pas à la condition du chef-d'œuvre qu'on traite ainsi. Quand le héros de Proust entend pour la première fois dans La prisonnière le septuor de Vinteuil, reconstitué à titre posthume,
Que ce morceau constitue l'ultime chef-d'œuvre du compositeur ne fait aucun doute. Ce contact miraculeux avec un sommet de l'art musical permet même à Proust d'écrire lui-même l'un des sommets indépassables de son cycle romanesque. Mais il arrive un moment où une séquence du Septuor connaît une baisse d'intensité, ce qui provoque chez l'auditeur qui l'avoue aussi une baisse d'attention. C'est donc un fait que nous contractons les chefs-d'œuvre rien qu'en les lisant dans leur entièreté, avant même que d'autres s'en chargent pour nous. On dira certes que nous contractons le chef-d'œuvre à partir de sa lecture intégrale, ce qui est sans doute plus riche que de découvrir le chef-d'œuvre, pour ainsi dire, précontracté. Et l'on rappellera le mot d'Édouard Herriot, selon lequel la culture est ce qui reste à l'homme quand il a tout oublié. Voilà la vraie contraction des chefs-d'œuvre, peut-être. Vigny ne définit-il pas la poésie comme les reliques d'une prose oubliée? Notre mémoire est tapissée de chefs-d'œuvre contractés. Oui, dira-t-on, mais ils ont élargi notre personnalité avant de se contracter dans notre mémoire et notre sensibilité. Chaque lecteur passionné d'une œuvre complète a ses morceaux choisis, mais ils ont été choisis par lui-même, et lui-même ayant connaissance de leur environnement. La question est donc complexe. Puisqu'il est constamment question de Proust du moment que je prends la parole, c'est, semble-t-il, le moment de rappeler que l'œuvre non contractée de Proust contient une attaque en règle des chefs-d'œuvre contractés. La contraction dont il s'agit ici ne répond à des buts ni moraux, ni scolaires, ni commerciaux, mais à des buts purement personnels. Et Proust stigmatise cette attitude en l'appelant le péché d'idolâtrie. Ce sont Swann et Odette qui le commettent dans un amour de Swann. L'un et l'autre écoutent, le soir chez les Verdurin, la sonate de Vinteuil. Cette œuvre est déjà passablement contractée, puisque la sonate, composée pour piano et violon, comme c'était courant à la Belle Époque, et comme c'est courant aussi pour la musique de salon, déjà transcrite pour piano seul. En outre, le petit pianiste des Verdurin n'en joue pas tous les mouvements, ayant coutume de sauter l'andante. Et comme si ce n'était pas assez, Swann et Odette font d'une mélodie de quelques notes l'hymne national de leur amour. Qu'avons-nous besoin du reste, demande Odette, ce sera ça notre morceau. Swann n'est lui-même pas en retrait dans cette entreprise de contraction à outrance des chefs-d'œuvre, car il s'est peu auparavant épris d'Odette, le jour où, lors d'une visite à la jeune femme, l'a frappé une ressemblance entre son visage incliné et maussade et une figure peinte par Botticelli dans une grande fresque de la chapelle Sixtine, Zéphora, la fille de Jéthro. Et pourtant, Swann devrait réfléchir au fait que c'est en réentendant pour finir la sonate intégrale et rejouée au piano et au violon qu'il sera le théâtre lui-même d'un souvenir involontaire qui lui restitue tout son amour défunt pour Odette. Mais le péché d'idolâtrie commis à l'égard de Botticelli contamine toute sa personnalité d'amateur d'art, et si bien que, dans le même temps, il ne mènera, semble-t-il, jamais à bien la monographie sur Vermeer qu'il avait entreprise avant de connaître Odette. Le mot d'idolâtrie choisi par Proust pour caractériser un mode d'utilisation très particulier des œuvres ne dit pas tout, et ne dit pas notamment ce qu'il implique réellement au moment de contracter les chefs-d'œuvre, car l'idée d'idolâtrie nous fait apercevoir seulement la fixation fétichiste que l'auditeur de musique, l'admirateur d'un tableau, et donc aussi le lecteur d'un livre, peut faire peser sur une œuvre, vouant à ce seul détail une sorte de culte. Or, le problème de l'idolâtrie qui contracte les œuvres, il se situe à côté de cette question-là. En fait, l'idolâtrie constitue un péché contre l'art, non pour le détail qu'elle a isolé, mais pour le chef-d'œuvre qu'elle empêche de voir. C'est ça la vraie question. C'est là qu'elle se met à concerner la question qui nous occupe aujourd'hui. Une œuvre, dira-t-on, n'a de sens et de grandeur que comme un tissu continu, comme une cohérence refermée sur elle-même, si bien qu'isoler une mélodie de Vinteuil empêche d'accéder au génie de Vinteuil, et isoler une figure dans une fresque de Botticelli coupe de l'art de Botticelli. Comment un auteur comme Proust aurait-il accueilli l'idée de réunir de son œuvre des morceaux choisis,
Lui qui souhaitait, ce qui fut irréalisable, voir fourni au lecteur en même temps tous les volumes de son cycle romanesque pour que soit préservée la cohérence de l'ensemble avec ses échos et ses innombrables symétries. Encore une fois, les cathédrales ne semblent pas contractables, même les cathédrales de mots. De fait, il m'est arrivé une fois de contracter un chef-d'œuvre, celui justement de Proust, mais c'est au sens où on contracte une maladie. Oui, j'ai contracté Proust, au point de ne plus pouvoir m'en passer, mais cela m'a amené à le lire et à le relire en son entier. En son entier, réellement. D'abord, nous savons aujourd'hui, et c'est un point important dans la discussion qui va nous occuper, que même si Proust souhaitait voir son œuvre lue dans ces conditions, nous ne sommes pas obligés de faire avec l'œuvre de Proust ce que Proust avait souhaité. Nous pouvons faire de l'œuvre de Proust ce que nous voulons. Proust souhaitait ne voir lu son roman que tout entier et d'une seule traite, mais qui nous empêche de faire autrement? Chez les lecteurs d'ailleurs, les avis sont très partagés. Quand on demandait à Gaston Gallimard comment il convenait de lire Proust, il répondait en commençant au début et dès lors intensément. Il n'avait sans doute pas tort, mais nous avons de nombreux témoignages, y compris de lecteurs, eux-mêmes devenus écrivains, relatant qu'après avoir commencé Proust par le commencement et abandonné leur lecture pour cause d'incompréhension ou simplement d'ennui, un jour, c'est une page trouvée dans un volume ouvert au hasard qui séduit, puis d'autres pages puisées de même au hasard qui ont convaincu ce lecteur d'abord rebuté de tout reprendre depuis le début. Et nous touchons ici à l'une des principales justifications de l'entreprise consistant à contracter des chefs-d'œuvre. Pour être efficace, essayons d'être honnêtes. La justification consistant à dire que contracter les chefs-d'œuvre est en fait un moyen d'amener les lecteurs, le plus grand nombre de lecteurs possible, au chef-d'œuvre tout entier, est une justification sujette à caution. Odette, quand elle a choisi son morceau dans la sonate de Vinteuil, ne viendra jamais à la sonate entière. Beaucoup de lecteurs de morceaux choisis s'en contenteront et ne seront jamais conduits à prendre en main tout le livre. Celui qui contracte un chef-d'œuvre est assurément un passeur, mais un passeur qui peut-être bien sera rarement dépassé. Mais puisque l'idée de contracter les chefs-d'œuvre suscitera nécessairement la polémique, une verte réplique aux détracteurs de la contraction serait de souligner qu'il n'est point nécessaire de contracter un chef-d'œuvre pour le dénaturer, pour le massacrer. On peut très bien le dénaturer et le massacrer en respectant son entièreté. Je vais peut-être faire bondir d'indignation une partie de l'auditoire en demandant ce que fait d'autre si souvent aujourd'hui le metteur en scène d'une pièce classique ou d'un grand opéra. Ah, tout le texte de Molière non contracté est dit. Mais que gagne ce texte à être hurlé sur la scène en courant? Ah, toutes les notes de Verdi sont chantées, il n'en manque pas une. Mais que gagnent ces mélodies à être chantées la tête en bas ou au milieu d'un décor de chantier d'usine? Non, il ne suffit pas de conserver l'intégralité de l'œuvre pour que l'œuvre soit respectée. Non. Et donc peut-être il n'est pas symétriquement avéré que celui qui contracte un chef-d'œuvre sacrifie ce qui fait de cette œuvre ainsi traitée un chef-d'œuvre. Restons décidément dans Proust encore un moment. Si l'on parle ici de contracter un chef-d'œuvre, on ne peut pas ne pas penser à l'entreprise devenue célèbre de Véronique Aubouy, consistant à raconter toute la recherche du temps perdu en une heure pile, montre en main. Le parcours variera d'une fois à l'autre, puisque la prestataire de cette performance demande à l'auditoire préalablement quelle scène il aimerait entendre traverser. Il me semble qu'ici, la contraction du monument, donc en fait si on peut contracter les cathédrales, ne répond pas vraiment au but de vulgariser une œuvre difficile auprès d'un large public, dans la mesure où ce sont souvent des connaisseurs qui viennent assister à cet exercice de virtuosité incroyable. Véronique Aubouy accomplit d'ailleurs aussi l'inverse, puisque, cette fois depuis 30 ans, elle enregistre au contraire tout le texte des 3000 pages de la même recherche, à raison de quelques pages, chaque fois lues par une succession infinie de lecteurs. Je crois qu'on aborde en ce moment, au dernier volume, Le Temps retrouvé.
Ces deux expériences extrêmes nous font apercevoir qu'un chef-d'œuvre peut somme toute être manié comme un accordéon. On peut le contracter ou au contraire l'étirer à loisir. Alors pourquoi ne pas le contracter? Contracter un chef-d'œuvre, c'est donc conserver les parties émergées de l'iceberg. Bien sûr, objectera-t-on, selon quels critères, autres que l'arbitraire personnel, choisir les morceaux en relief et décider des moments où la qualité est en baisse. Je défendrai l'idée que justement, un chef-d'œuvre étant un chef-d'œuvre, les morceaux que l'on choisira seront toujours bons. Du côté de chez Proust, de Laurence Grenier, qui a été développé ici dans Proust pour tous, dont nous parlons aujourd'hui, propose bien évidemment un petit nombre d'extraits, si on le met en regard avec l'immense nombre d'extraits possibles que l'on pouvait choisir. Mais cet ensemble bien composé a fait entrer avec succès la lecture de Proust, eh bien, par exemple dans des classes de collège, où on aurait pu la croire trop difficile. La contraction des chefs-d'œuvre n'élargit pas seulement dans l'espace le périmètre des lecteurs, je voudrais dire que dans le temps aussi, elle en donne le premier accès à un public plus jeune. Paradoxalement, contracter un chef-d'œuvre, c'est élargir son champ d'action, mais aussi allonger sa durée de vie dans la vie d'un être humain. On en dirait autant de l'adaptation, pour évoquer déjà la seconde partie de ces tables rondes, l'adaptation du chef-d'œuvre en bande dessinée. Celle de Proust par Stéphane Huet est à prendre très au sérieux. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été primée au moins 3 fois, notamment d'un très grand prix par l'Académie française. Tout le travail, et il n'est pas des moindres, consiste d'abord, bien évidemment, à contracter les longues phrases du long texte de Proust dans des bulles, rendues dès lors vivantes par un dessin réalisé avec beaucoup d'art et une documentation dont on ne mesure pas au premier instant l'ampleur. Les études de marché nous renseignent qu'une telle réalisation a pour public moins les enfants auxquels on destine spontanément les bandes dessinées que bel et bien des adultes et des adultes cultivés, en fait lecteurs déjà de la recherche du temps perdu et venant voir avec curiosité comment c'est fait. D'autres condensateurs de chefs-d'œuvre sont bien sûr les adaptateurs qui les portent à l'écran. Claude Chabrol, mettant en scène Madame Bovary, disait combien il avait été frappé en découpant ses scènes et ses plans de découvrir à quel point Flaubert romancier se comportait déjà en scénariste avant l'heure. En sorte que le découpage cinématographique de l'œuvre littéraire, loin véritablement de la trahir, en développe au contraire la potentialité. Une potentialité qui serait demeurée latente, ignorée peut-être, si le 7e art n'avait fait par la suite son apparition. Au moment de porter à l'écran À la recherche du temps perdu, par exemple, un exemple choisi au hasard, la tâche, bien évidemment, est rude. On découpe alors, a priori, un morceau, Un amour de Swann, comme Volker Schlendorf, ou Le temps retrouvé, de Raoul Ruiz. Même là, d'ailleurs, le flux de l'œuvre résiste au morceau choisi. Il faut introduire des scènes empruntées à d'autres volumes dont l'évocation s'avère nécessaire ici. Nina Companès, dans son téléfilm, prend courageusement en charge la continuité, en commençant à la seconde partie des Jeunes filles en fleurs, parce que c'est à partir de là que le héros se détache du giron familial pour vivre son roman. Mais les titres des volumes s'affichent silencieusement à l'écran, à raison de quelques dizaines de minutes d'intervalle, et le lecteur en est tout surpris en songeant à la masse de textes qu'on est en train de lui faire traverser aussi allègrement. Olivier Py aurait souhaité se voir confier le tournage de La recherche du temps perdu en une dizaine d'heures avec la somptueuse mise en scène populaire d'un Downton Abbey. Une telle réalisation est nécessaire, mais il faudra certainement du temps pour qu'elle trouve à se réaliser. Entre-temps, le lecteur amateur de cinéma peut se tourner vers un magicien condensateur de l'œuvre de Proust, Luchino Visconti, qui finalement ne tourna pas la recherche, mais dont on reconnaît en filigrane dans ses films des scènes éparpillées, somptueuses allusions, autant de regrets de ce qui n'a pas été tourné, mais autant d'espoir aussi de ce qui pourrait être tourné. Alors oui,
Laissons contracter les chefs-d'œuvre. D'abord, on contracte surtout les chefs-d'œuvre, comme on dit qu'on ne prête qu'aux riches. Proust affirme que dans les chefs-d'œuvre, tous les contresens qu'on fait sont beaux, et de même, dans un chef-d'œuvre, toutes les contractions qu'on en fera ont chance d'être belles. Condenser les chefs-d'œuvre reste un scandale, un scandale. Mais ce scandale constitue, à mon avis, un beau risque à courir. Je vous remercie.